De nos jours, nos vies se déroulent en grande partie en ligne. On communique, on travaille, on consomme. Tout ça dans un espace invisible, mais omniprésent, le cyberespace. Et pendant que l'on scrolle, like ou télécharge, d'autres mènent des offensives bien plus discrètes. Ce ne sont plus les fusils qui font la guerre, mais des claviers. Plus les balles, mais des virus, des intrusions, des paralysies de systèmes entiers. Bienvenue dans la guerre numérique. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre du programme de terminale AGGSP et permet de traiter un sujet transversal qui croise plusieurs thèmes du bac. La guerre et la paix, les puissances, mais aussi les enjeux technologiques et la souveraineté des États. On va donc voir comment le cyberespace est devenu un nouveau champ de bataille stratégique, aussi essentiel aujourd'hui que la Terre, la mer, l'air ou l'espace. Qui mène ces cyberattaques? Avec quels objectifs? Et comment les États tentent-ils d'y faire face? Autrement dit, le cyberespace est-il le champ de bataille du XXIe siècle? Réponse tout de suite sur GeoMars. Avant toute chose, je voulais que tu saches que tu peux utiliser cette vidéo comme correction après avoir travaillé le sujet par toi-même, ou simplement pour revoir et te remémorer les notions clés du programme. Prends des notes si besoin et n'hésite pas à faire pause. Avant de rentrer dans le développement, prenons un moment pour analyser précisément le sujet. Il est formulé sous forme interrogative. Le cyberespace, un nouveau terrain de guerre. Cela implique qu'on attend de nous une discussion, une mise en débat. Deux notions doivent être absolument définies. Le cyberespace et le terrain de guerre. Tout d'abord, le cyberespace désigne l'ensemble des réseaux numériques interconnectés, tels qu'Internet et les systèmes d'information. Le terme est issu du roman Neuromancien de William Gibson, publié en 1984. Quant à lui, le terrain de guerre est un espace dans lequel se manifestent des formes de conflictualité, qu'elles soient classiques, armées contre armées, ou asymétriques, groupes non étatiques, cyberattaques, etc. Le sujet nous invite à réfléchir à l'échelle mondiale, puisque le cyberespace dépasse les frontières physiques et concerne autant les États que les entreprises, les citoyens ou les groupes privés. La notion de nouveau fixe une borne temporelle. On parle ici de l'émergence du cyberespace comme un nouveau champ de conflictualité à partir de la fin du XXe siècle et surtout dans les années 2000-2020. Le point d'interrogation est essentiel. Il suppose qu'on ne va pas affirmer d'entrée que le cyberespace est forcément un champ de guerre. On va interroger cette idée, en se demandant si les conflits qui s'y déroulent sont vraiment comparables aux formes traditionnelles de guerre ou s'ils marquent une rupture. C'est pour cela que dans l'introduction, j'ai formulé la problématique ainsi. Dès lors, le cyberespace, bien qu'immatériel, est-il devenu un nouveau champ de conflictualité comparable au domaine traditionnel de la guerre? Cette question permet de structurer notre réflexion autour d'un double enjeu. D'un côté, la montée en puissance stratégique du cyberespace, et de l'autre, la transformation des formes de guerre que cela implique. Par ailleurs, pour répondre à cette problématique, j'opte pour le plan suivant. Tout d'abord, le cyberespace s'est imposé comme un nouvel espace stratégique pour les puissances. Cette phrase constituera notre grand 1. Dès lors, il devient le théâtre de formes de conflictualité inédites. Celle-ci correspondra à notre grand 2. Par conséquent, le cyberespace oblige à repenser les cadres traditionnels de la guerre. Enfin, cette dernière phrase permettra d'ouvrir sur le grand 3. Pour construire mes 3 grandes parties, je vais à chaque fois réaliser 2 sous-parties, dans lesquelles je vais utiliser la méthode AEI. A pour un argument clair, E pour l'explication de cet argument, et I pour l'illustration de celui-ci. Cela nous permettra de mieux structurer notre réflexion pour une bonne copie de type bac. Commençons avec notre première sous-partie, le cyberespace, un lieu d'affirmation de la puissance des États dominants. En effet, mon argument consiste à dire que le cyberespace est devenu un vecteur d'affirmation de puissance, concentré entre les mains de quelques États et de grandes entreprises. En effet, j'explique en disant que derrière son apparence dématérialisée, il repose sur des infrastructures physiques bien réelles, câbles sous-marins, data centers, satellites, qui sont en grande partie contrôlés par les pays du Nord, surtout les États-Unis. Sur le plan immatériel, ce sont les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Microsoft, qui dominent la circulation de l'information et les échanges numériques mondiaux. Comme illustration, il est possible d'évoquer les États-Unis, qui ont un avantage stratégique majeur grâce à l'ICANN,
qui gère l'attribution des noms de domaine. En face, la Chine cherche à concurrencer les GAFAM avec ses propres géants, les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, mais tout en maintenant une censure stricte sur son Internet. Par ailleurs, il est possible de commencer notre deuxième sous-partie, le cyberespace, une compétition stratégique entre puissances rivales. En effet, le cyberespace est aussi devenu un champ de rivalité économique, idéologique et technologique entre grandes puissances. J'explique cet argument en disant que cette militarisation du cyberespace s'inscrit dans la continuité de son origine militaire, avec ARPANET lancé par la défense américaine. Aujourd'hui, cet espace numérique sert à contrôler l'information, à renforcer sa souveraineté, mais aussi à affaiblir ses adversaires dans une logique de guerre froide technologique. Il est possible d'illustrer cet argument en disant que depuis 2016, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine inclut des tensions numériques. Sanctions contre Huawei, contrôle strict d'Internet en Chine, blocage technologique croisé. Et d'autres pays comme la Russie, l'Iran ou la Corée du Nord adoptent aussi une stratégie offensive dans ce domaine. Dès lors, avec cette première partie, on a vu que le cyberespace est bien un espace stratégique, dominé par des puissances qui y affirment leur supériorité. Mais cette domination ne s'exprime pas seulement par la compétition. Elle se traduit aussi par des conflits numériques discrets, mais puissants, qui remettent en question les formes traditionnelles de la guerre. On en parle tout de suite dans la deuxième partie. En effet, après avoir vu que le cyberespace est un terrain stratégique, contrôlé par quelques grandes puissances, intéressons-nous maintenant à la manière dont il devient un véritable espace de conflictualité. Cette guerre numérique ne ressemble pas au conflit traditionnel. Elle est plus diffuse, plus discrète, et elle prend des formes très variées. En effet, mon premier argument consiste à dire que le cyberespace permet de mener des offensives discrètes et efficaces, sans recourir aux armes classiques. J'explique en disant qu'il existe 3 types de menaces qui sont particulièrement présentes dans ces conflits numériques. Tout d'abord, on a le sabotage, qui vise à perturber ou paralyser les infrastructures, réseaux, hôpitaux ou même sites gouvernementaux. Il y a l'espionnage, avec le vol massif de données sensibles. Enfin, on a la subversion, c'est-à-dire la manipulation de l'opinion publique via la désinformation, en particulier sur les réseaux sociaux. Toutes ces attaques ont un impact réel, mais elles restent difficiles à attribuer clairement à un acteur, ce qui rend la riposte très compliquée. On peut citer l'exemple évoqué par Vincent Strubel, directeur de l'ANSSI, concernant une attaque contre le réseau mobile français, ou encore les campagnes de désinformation attribuées à la Russie lors des élections américaines et européennes. Plus récemment, les JO de Paris 2024 ont déjà été visés par des tentatives de sabotage numérique. Mais ces attaques sont l'œuvre de multiples acteurs. Et cela me permet d'embrayer sur le deuxième argument de cette deuxième grande partie. Dans celui-ci, je dis que le cyberespace est un théâtre de conflit où interviennent une grande diversité d'acteurs, à la fois étatiques et non étatiques. J'explique en disant que certains groupes agissent directement pour des États ou au moins en lien indirect avec eux. D'autres sont indépendants, ce sont les cybercriminels ou des activistes comme Anonymous qui défendent des causes politiques ou sociales. Il est possible d'illustrer cet argument en évoquant justement ce collectif Anonymous. Par exemple, ce collectif mène régulièrement des cyberattaques à visée politique. D'autres groupes, comme les opérateurs de ransomware basés en Russie, demandent des rançons après avoir bloqué des données sensibles. Ces acteurs, non identifiables et dispersés, alimentent une conflictualité constante et instable dans le cyberespace. Ainsi, face à ces nouvelles formes de conflictualité, souvent non conventionnelles et difficiles à attribuer, les États peinent à protéger leurs intérêts et à garantir leur souveraineté dans un espace aussi mouvant. Une réponse se construit peu à peu, à la fois militaire et institutionnelle, mais elle reste partielle et inégale selon les régions du monde. C'est ce que nous allons voir dès maintenant dans le Grand 3. Commençons notre première sous-partie en disant qu'il existe une réponse organisée mais encore incomplète. Mon argument consiste à dire que face aux cybermenaces, les États et les organisations internationales tentent de mettre en place une gouvernance du cyberespace. Mais cette réponse se heurte à de nombreux obstacles. J'explique cet argument en disant que l'un des principaux problèmes, c'est l'attribution. Il est souvent difficile de savoir, avec certitude, qui est à l'origine d'une attaque. De plus, les États ont des intérêts divergents. Cela rend la création d'une régulation mondiale très compliquée. Malgré cela, plusieurs initiatives multilatérales cherchent à fixer des règles communes
pour limiter les abus et encadrer l'usage du cyberespace. Il est possible d'illustrer ce propos avec en 2015 l'ONU qui a publié un rapport qui fixe des principes de comportement responsables dans le cyberespace. En 2018, l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace a été signé par 67 États. Mais de grandes puissances comme la Chine ou la Russie refusent encore toute gouvernance contraignante, ce qui affaiblit la portée de ces engagements. Par ailleurs, dans notre deuxième sous-partie, nous allons prendre un exemple concret avec l'Europe, qui est actuellement en quête de souveraineté numérique et de défense commune. Mon argument consiste à dire qu'en Europe, il existe une dynamique de coopération qui se met en place autour de la cybersécurité et de la cyberdéfense, mais elle reste encore en construction. J'explique en disant que l'Union européenne est encore dépendante des technologies américaines, notamment des GAFAM. Elle cherche donc à construire une souveraineté numérique tout en s'appuyant sur des alliances stratégiques comme l'OTAN. En parallèle, chaque pays développe ses propres capacités de cybersécurité. Il est possible d'illustrer ce propos avec le Cybersecurity Act de 2019 qui renforce le rôle de l'agence européenne ENISA. L'OTAN, de son côté, a intégré la cybersécurité à sa doctrine avec le manuel de Tallinn dès 2013. En France, l'ANSSI joue un rôle central dans la défense numérique. Enfin, le sommet mondial de l'IA en 2025, organisé à Paris, montre que l'Europe souhaite coopérer davantage pour mieux encadrer à la fois l'intelligence artificielle et la cybersécurité à l'échelle internationale. Après avoir réalisé cette troisième grande partie, il est maintenant temps de conclure. En définitive, le cyberespace s'est imposé comme un espace stratégique central. Même s'il est immatériel, il joue aujourd'hui un rôle clé dans les rivalités internationales, influence, surveillance, affrontement. Tout passe désormais aussi par le numérique, sabotage, espionnage, subversion. Ces nouvelles formes de guerre prennent des visages inédits, mais leur efficacité repose justement sur leur discrétion. L'attribution des attaques reste souvent floue, les cadres juridiques sont encore incomplets et la diversité des acteurs brouille les lignes entre guerre, crime et activisme. On peut faire une ouverture en disant que cette fragilité stratégique nous confronte à un paradoxe analysé par le philosophe Gunther Anders, le fameux décalage prométhéen. Ce concept désigne l'écart entre ce que l'humanité est techniquement capable de produire et ce qu'elle est réellement capable d'encadrer d'un point de vue éthique, juridique ou politique. Le cyberespace pourrait bien incarner l'une des frontières critiques de cette modernité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, le lien vers la dissertation complète est dans la description. Si tu prépares le bac d'HGSP, abonne-toi à la chaîne. Une nouvelle vidéo arrive très bientôt sur le thème de l'environnement. A très vite sur GeoMars.